Chers amis du potager du paresseux, ça y est, première neige cette nuit, on est le dimanche 3 janvier et donc il a pas mal neigé, enfin pas mal, 4-5 cm de neige cette nuit, donc première neige, ça fait plaisir, la forêt de l'autre côté, très très belle je trouve quand elle est enneigée comme ça. Le potager roupie, évidemment, sous sa couche de neige, dont je rappelle qu'elle a, en matière d'agriculture ou de jardinage, un effet positif, puisque c'est une couverture naturelle. Ça remplace les bâches et quand il neige, d'une façon générale, les températures sont moins basses. Donc là, à l'instant, il fait presque 2 degrés, presque plus 2. Cette nuit, il a fait -1, -0,7, des choses comme ça. Donc pas du tout le grand froid, mes légumes ont encaissé bien pire. Alors, ça va être une vidéo très très courte, parce que qu'est-ce que je vais vous raconter? Je ne vais pas non plus, comme un renne de Laponie, gratter sous la neige pour vous montrer les légumes tout au long du mois de décembre, fête de Noël, etc. On a récolté un peu choux, quelques scaroles, pas mal de mâches pour l'essentiel. Et puis là, donc aujourd'hui, rien du tout. Pour ceux qui aiment les statistiques, réflexion sur les changements météo, vous avez peut-être aperçu cette information stupéfiante. Cette année, au mois de décembre, pendant je crois 5 ou 6 semaines, les Suédois à Stockholm n'ont pas vu une minute de soleil. C'est la première fois, je crois, depuis 1954-1957. Chez nous ici, ça n'a pas été brillant non plus, temps gris et temps brumeux et brouillard. J'ai quand même regardé les statistiques de la station d'Ensheim, puisque ma station n'enregistre pas l'ensoleillement. Il y a eu au mois de décembre en tout et pour tout ici 16 heures et 6 minutes de soleil, ce qui est quand même très très peu, et donc des dispositifs tels que le tunnel bâché en plastique ici a une efficacité extrêmement limitée, parce que même s'il capte un peu la lumière diffuse, ce qui traverse les nuages ou le brouillard, c'est surtout quand il commence à y avoir des rayons de soleil que c'est essentiellement efficace. Les précipitations à Strasbourg ont été de l'ordre de 43 mm en décembre, ce qui est plutôt faible mais assez normal. Et pour ceux qui doutent encore du réchauffement climatique, si on compare la température moyenne du mois de décembre 2020 à la moyenne 2000-2021, c'est-à-dire donc 2020 plutôt, les 20 dernières années, il y a un excédent sur la température moyenne de plus 1,3 degré, ce qui est énorme. Pour des températures moyennes, plus 1,3, c'est beaucoup. Sans doute vous avez lu ou aperçu que 2020 a été en France l'année la plus chaude. Ce qui ne veut rien dire pour l'année qui va venir, et donc comme je ne veux pas moisir, je ne veux pas moisir dehors, cette petite vidéo ne sera pas très longue, elle était juste pour vous dire, vous souhaiter une bonne année. Je suis trop âgé pour encore me faire piéger par le système des bonnes résolutions, donc je vais être cash, je ne promets rien, mais alors rien du tout. 2021, je
ferai encore plus qu'à mon habitude que ce que j'ai envie de faire. Je dirai ce que j'ai envie de dire. Je vais limiter les gros mots. Non, je ne dirai pas celui que vous m'avez souvent entendu. Et donc, même si je croise des bips, eh ben, je ne leur dirai pas que ce sont des bips. Je leur dirai bonjour monsieur. Et je me contenterai de penser quel bip celui-là. Bon, quand même, pas trop vite, pas trop vite. On va peut-être juste aller jeter un coup d'œil dans la serre dans laquelle vous savez que j'ai fait des semis très très tard, hein, mi-novembre je crois, et dans laquelle, dans la dernière vidéo, vous avez vu des petits plants de salade et de quelques autres légumes, épinards, radis de mémoire. Vous connaissez ma conviction, c'est que plus un plant est petit, enfin, au-delà vraiment de, disons, de sa germination, là ils peuvent être fragiles, mais dès qu'ils ont 2-4 feuilles, les plantules de légumes comme les plantules d'un certain nombre de céréales, de colza, etc., ont une résistance au froid plus élevée que par la suite. Donc comprenez bien qu'un petit plant de salade tel que vous l'achetez en motte est plus sensible au froid qu'il ne l'était quand il était bien plus petit. Même chose pour les tomates, même chose pour alors je ne vais pas être affirmatif parce que je ne l'ai pas étudié, mais à ma connaissance, la quasi-totalité des légumes. Une de ces idées contre-intuitives. Alors vous pouvez le vérifier, il n'y a aucune trace qui va à ma serre, je n'ai pas vérifié, donc je vais découvrir avec vous quel est l'état de ces semis dans ma serre. Et puis après, direction la maison, d'autant plus que je soigne là une otite et que si mon médecin me voit, parce que c'est une fan, si jamais elle me voit, je vais encore me faire houspiller. Elle ne m'engueule pas, elle est charmante cette dame, mais elle va me dire, monsieur Elmstetter, ce n'est pas très sérieux. Voilà. Bon, allons-y. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, je ne vous ai pas raconté de mensonges, il n'y a pas de pas, et tout ça est encore fermé, cette petite planche-là, qui évite que l'air froid, parce que le nord est par ici, et donc par vent du nord, il s'engouffre là-dedans, normalement, dans une serre bien faite et bien finie, donc pas une serre Elmstetter, hein. Chez Elmstetter, rien n'est jamais fini, c'est la marque de fabrique, mais il y aurait ici un seuil, bien sûr, hein, une espèce de traverse, pour que cette porte soit jointive et que le vent ne s'engouffre pas. Alors on fait avec les moyens du bord, je mets une planche comme ça. Ouh, il fait sombre là sous la neige. Alors voilà l'intérieur sombre, puisque donc la neige empêche la lumière de traverser. Si vous avez les dernières images en tête, vous voyez que j'ai quand même bossé, j'ai bossé dur. Ici, il y avait les vieilles tomates, etc., qui ont été nettoyées. J'ai mis là-dessous du foin qui est bien humide, là, qui est en train de moisir, donc de se décomposer. Je ne me souviens plus. Ah bah oui, si. Là, j'ai mis des pommes de terre, donc une tentative de faire des pommes de terre primeurs, donc parce qu'elles traînaient, hein, j'avais des petits bulbes en train de germer qui traînaient. Mon voisin qui m'a donné des pommes de terre de consommation qui avaient germé, donc j'ai fait 2 rangées pour voir ce que ça donne là-dessous. Mais c'est ici que, évidemment, je suis curieux de voir, et je voulais vous montrer comment cela se passe. Alors il faut que j'enlève un peu les lattes qui bloque ce P15, ce P17. Et alors là, vous découvrez comme moi que dans une serre non chauffée
en Alsace avec des températures, la sonde est là-bas, hein, mais avec des températures qui ont été plusieurs fois à -4, un certain nombre de plantes poussent lentement, hein. Donc il y a ici des plants de différentes laitues, de feuilles de chêne, etc., qui avaient levé spontanément à l'extérieur et que je repiquais le long de ces lignes. Et puis il y a des semis que j'ai faits et il y a des levées spontanées. Ici par exemple des semis d'épinards d'hiver qui en sont maintenant au stade de 4 vraies feuilles, des semis spontanés, hein, donc des laitues qui étaient montées en graines et qui lèvent de différentes sortes de laitues que je ne sais pas encore identifier à ce stade. Et puis plein de turicules, de vers de terre, partout, hein, ce qui atteste de la reprise de l'activité des vers de terre lorsque j'ai remis du foin, lorsque j'ai mis ce P17 et que j'ai remis l'irrigation pour ces semis. Donc après la sécheresse qui avait régné à cet endroit à un moment donné par manque d'eau. Et donc, croissance extrêmement faible. Je pourrais vous parler du nombre de degrés jour de croissance qui, sous mon climat, a été quasiment nul au cours du mois de décembre, avec ces températures, ce manque de lumière, alors que dans d'autres régions, hein, vous aviez des données, des possibilités de croissance tout à fait intéressantes, même au mois de décembre. Bon, ici, il fait bon, c'est chauffé, je dirais à pellets, donc à granulés de bois, et donc je vais pouvoir allonger un tout petit peu pour pas trop frustrer ceux qui aiment les vidéos longues. Là, je suis au montage. Alors, au fait, si les Ozozenazanazner sont en train de regarder, je n'ai pas 3 ordinateurs. Ne délirez pas, les mecs, ne délirez pas. Alors, j'ai un ordinateur là qui n'est pas là, ma tablette avec laquelle je fais mes conférences et je voyage. Et puis, j'ai cet ordinateur qui a un écran externe, ce qui me permet de faciliter les montages. Donc quand je fais un montage, j'ai une partie de l'écran ici et ce qui s'appelle la timeline, c'est-à-dire là où on aligne les différentes séquences, qu'on coupe, qu'on rajoute par en haut. Quand vous voyez quelque chose qui s'incruste, j'ai une deuxième piste. Donc j'ai 2 écrans. S'ils sont l'un derrière l'autre, je passe mon temps à cliquer. Ça, c'est un vieux coucou qui a 15 ans. Et donc, ce n'est pas du tout un ordinateur, c'est le deuxième écran de cet ordinateur. Bon, je ne veux absolument rien dire que je ne suis pas bien outillé, même si ce truc-là a une dizaine d'années aussi. La tablette Surface, ça c'est vraiment un truc presque de geek, hein. Si je ne faisais pas les conférences, je ne me serais pas payé ça. Mais ce n'est pas le sujet, mais bon, les oiseaux, là, ils me titillent, je veux aussi leur répondre, hein. Donc, sur cette histoire de température, zéro de végétation, nombre de degrés jour, croissance, prenez un bout de papier, installez-vous confortablement, ça va peut-être être un peu long. Première température, une première barrière est relativement bien connue, quoique pas toujours correctement appelée. C'est la température à partir de laquelle, si la baisse continue, une plante va crever. Donc c'est la température, on va dire, qui tue une plante, et là comme on parle de légumes, on va dire qui tue un légume. Cette température s'appelle la rusticité et elle est plus ou moins bien connue pour les légumes.
Plus ou moins parce que d'une part, cela dépend de beaucoup de choses. Cela dépend, bien sûr, de l'espèce. Il y a les grandes frileuses, les tropicales, les haricots verts, les patates douces, le maïs, etc. Et il y a des exotiques qui sont moins frileuses, qui se sont mieux acclimatées, ou plus exactement, on peut être exotique et venir du sommet du Kilimandjaro, on sera habitué à supporter le froid. Donc beaucoup de plantes de nos potagers, on ne le sait pas assez, sont des exotiques. Il y a actuellement dans nos potagers très peu de plantes qui étaient là au XVe ou au XIVe siècle. Il y en a quelques-unes quand même. Certains choux, la majorité des choux, même si certains ont été sélectionnés depuis, nos ancêtres au XVe siècle ne connaissaient pas le romanesco, ne connaissaient pas le brocoli, ne connaissaient pas un certain nombre de transformations, de sélections. Je n'ai pas tout en tête, probablement pas non plus le chou de Bruxelles, etc. Mais comme on va dire, leurs ancêtres sont de chez nous, ils sont très résistants parce que on a quand même connu des périodes glaciaires au Moyen Âge et donc ces légumes-là qui sont les descendants de ceux qui ont survécu à ces périodes, ces petits âges de glace, etc., sont génétiquement assez rustiques. Et entre les deux, donc, les exotiques plus ou moins adaptés à nos contrées, que ce soit la betterave rouge, que ce soit beaucoup d'oignons, que ce soit qu'est-ce qu'il y a encore, les persils, plein de plantes. Voilà. Donc la rusticité et la température à partir de laquelle une plante est tuée, elle dépend de l'espèce. Au sein d'une même espèce, depuis fort longtemps, les hommes, les jardiniers, les maraîchers s'échinent à trouver des variétés plus résistantes au froid. Déjà, les maraîchers de Paris développaient des efforts incroyables pour satisfaire tout simplement une demande. Celui qui avait des laitues avant son concurrent, mais néanmoins ami, bien sûr, c'était le jackpot parce qu'il pouvait les vendre très cher. Et si jamais c'était le jardinier du roi, il rentrait carrément à la cour et il pouvait peut-être se taper une marquise, je ne sais pas. J'avais dit que je ne dirais pas de gros mots. Est-ce que marquise est un gros mot? Je ne crois pas. Donc voilà, variété, enfin espèce, variété, des très grandes variations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la façon dont le froid s'installe, un froid qui survient très rapidement après une période chaude, de beau temps, ensoleillé, etc., va être ravageur, alors qu'un froid qui s'installe progressivement va permettre aux légumes de s'endurcir. Donc en gros, c'est des mécanismes de concentration de l'intérieur de la cellule. Une partie de l'eau sort de la cellule. Du coup, ça ne gèle pas dans la cellule et ça ne peut pas abîmer la cellule. C'est en gros ce qui se passe. Et tout le fait aussi qu'un certain nombre de légumes sont meilleurs après cette période de froid. Certains composants qui pouvaient ne pas avoir un très bon goût peuvent être transformés pour renforcer ce froid et de toute façon, le jus à l'intérieur de ces cellules sera plus concentré. Donc ça, c'est un paramètre qui joue. Je l'évoque dans cette vidéo. La résistance d'une plante, d'une même espèce, d'une même variété, dépend de son stade. La graine est extrêmement résistante au froid. C'est fait pour. Y compris les plantes tropicales, ce qu'on ne sait pas souvent, mais la Banque mondiale de semences, qui est au Svalbard, donc au fin fond, au-delà du cercle polaire, stocke des semences
en provenance de tous les pays, l'Europe bien sûr, l'Amérique, les Philippines, les pays tropicaux, etc. Et tout est stocké à -20, à une hygrométrie très faible. Donc l'air est très sec et très froid, et là, toutes les graines se conservent, des fois pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est un cas extrême de vie ralentie, mais qui ne tue pas. Ce qui, au passage, montre que toutes les graines que vous produisez vous-même, notamment celles qu'un certain nombre de petites bestioles ont tendance à grignoter, je pense aux haricots, enfin d'une façon générale, les légumineuses, avec des sympathiques bestioles du type charançon, qui viennent les creuser quand vous les conservez, vous les mettez au congèle, vous serez tranquille, les bestioles n'iront pas, et vous ne pouvez en aucun cas tuer les graines. Au contraire, un certain nombre de graines vont être stimulées par cette période de froid, et ça va lever un blocage de la germination qui s'appelle la dormance. Beaucoup de graines, après, quand elles sont fraîches, elles sont dormantes, et le froid est un des mécanismes par lesquels cette dormance se lève. Je reviens, parce que je ne m'égare pas, la graine est extrêmement résistante, la jeune plantule qui sort est souvent relativement sensible. Donc là, il y a une période qui n'est pas très longue, mais où la plantule qui est en train de sortir du sol est relativement sensible. Et puis ensuite, de façon tout à fait stupéfiante et contre-intuitive, les petites plantules, quand elles ont entre 2, 4, 6 vraies feuilles, plus les feuilles cotylédonaires, celles qui ont une autre forme, un autre aspect que les feuilles définitives que vous connaissez, donc vers 4-6 feuilles, vraies feuilles. Les petites plantules, donc c'est rikiki, les tubes, celles que vous voyez là dans l'image, sont à peu près à leur top de résistance, et j'estime, alors je ne connais pas les variétés, puisqu'il y a une partie de semi-spontanée, mais je pense qu'elles peuvent s'enquiller à -10, sans problème. Et ensuite, quand la plante va croître, elle fait des tissus très très grands, etc. Et elle devient de plus en plus sensible au froid. Et non pas le contraire. C'est un bel exemple qui illustre ce sur quoi j'attire l'attention, qui est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire projeter sur les plantes des comportements ou des sentiments humains. Bien sûr qu'un petit bébé, on a le sentiment, on ne va pas laisser un nourrisson de 3 jours dehors dans la neige. Et donc on projette sur nos salades ce comportement-là, ces pauvres petits chéris, il faut les protéger. Mais le vivant est construit tout à fait autrement. Ces salades sont encore là en 2021, elles existent encore parce que leurs ancêtres germaient très tôt, se prenaient un coup de froid, et puis au fur et à mesure que la plantule se développait, le froid devenait de moins en moins un problème. Et donc la sélection naturelle a fait que les plantules, après la germination, ont une grande résistance au froid qui diminue ensuite. Donc ça, c'est un facteur très très important. Et je suis dans mes petites expériences là que vous êtes en train de suivre. N'essayez pas de semer des laitues comme je le fais le 15 novembre, ce n'est pas tout à fait censé, mais c'est extrêmement intéressant d'un point de vue biologique, et en plus je vais en manger. Mais vous avez vu qu'en 2 mois ça a poussé de ça, quoi, donc c'est pas très rentable. Ceci dit, je ne fous rien, alors je ne vois pas où est le problème, quoi. Donc on pense, enfin, on sous-estime grandement la résistance au froid de beaucoup de légumes, pour une raison qui est que il y a peu de gens qui essayent. Donc, dans les guides, ce que vous trouvez, c'est quelqu'un qui a copié sur un guide, qui avait copié sur un guide, qui a copié sur un guide, qui a copié sur un guide. Un jour, quelqu'un, dans une station de recherche,
a mis, en général, ça se fait en station de recherche parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, on met dans un bac, dans des plaques de semis, des laitues de telle variété, et puis on règle le frigo sur un frigo sur 0, un autre frigo sur -5, un autre frigo sur -8, et un quatrième frigo sur -10. Et puis on compte au bout de 8 jours combien de plantules ont survécu. Et à partir du moment où ça commence à mourir en masse, on dit voilà, la température limite est atteinte. Sauf que ces petites plantules sont dans quelque chose de tout à fait artificiel, ne sont pas aidées par des mycorhizes, ne sont pas dans un milieu naturel, de même que ces pauvres tomates dans leur serre ne sont pas foutues de fabriquer quelque chose de goûtu. Ces plantules, dans leur petit bac, dans leur frigo de serre, ne sont pas foutus de produire des antigels. Et donc on a noté, je dis pour les laitues, je ne sais pas quelle est la rusticité qu'on trouve dans les guides, parce que les guides, vous l'avez compris, je m'assois dessus, ça doit être quelque part vers -5, mais je vous garantis que beaucoup de laitues résistent à -10 sans aucun problème. Hein. Donc il y a un très gros écart entre ce que vous pourrez constater et ce qui est marqué dans un certain nombre d'ouvrages, dans la très grande majorité des ouvrages, puisqu'ils se pompent les uns sur les autres. Voilà. D'autres phénomènes vont encore jouer, la fertilisation par exemple. Sachez que plus vous fertilisez, y compris naturellement, urine, compost, etc. Donc plus vous poussez vos légumes, et plus ils seront sensibles au froid. Là encore, on va dire qu'il faut bien les nourrir pour qu'ils soient costauds, comportement humain, mais non, sur les plantes, croissance trop importante, de biomasse trop vite faite, trop fragile, trop sensible au froid. Une plante qui pousse lentement, qui est un peu chétive, naturellement, elle aura en tout cas une plus grande résistance au froid, à condition que elle coopère avec ceux qui lui a permis de traverser les âges, et quand je parle des âges, je parle en dizaines, en centaines de milliers d'années, la coopération avec les mycorhizes, la coopération avec les bactéries, etc. Ça fait un ensemble dans un sol donné qui a donné le maximum de résistance à ces plantes pour une raison simple que je viens déjà d'évoquer, elles ne seraient plus là sinon. C'est tout. Le froid, les glaciations, etc., auraient fait leur œuvre et les auraient ratiboisées. Donc il y a dans les placards, enfin dans les cimetières des plantes, des milliers de plantes qui n'avaient pas ces mécanismes, qui ont mal coopéré, mal fichu et qui sont morts, et donc des espèces qui ont disparu tout à fait naturellement. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Voilà. Donc rusticité, température minimale, souvent beaucoup plus basse que ce que vous pensez. Mis à part quelques frileuses, ce sont des températures négatives. Je vous l'ai prouvé dans une des vidéos précédentes où je vous ai montré des tas et des tas de légumes de mon potager qui s'étaient enquillés à -7,5. À ne pas confondre avec ce que j'évoque ici, qui est le zéro de végétation. Donc, si maintenant la température augmente, on va prendre ces laitues-là, -5, elles résistent sans aucun problème, elles ont survécu, petit à petit les températures remontent. Dans un premier temps, il ne se passe rien. La plante a résisté, elle n'est pas morte, mais on va dire qu'elle est un peu frigorifiée, elle est là et elle attend que ça se passe. Jusqu'à une certaine température à partir desquelles les réactions biochimiques, toutes les milliers de réactions qui se produisent dans une cellule, sont de nouveau capables de fonctionner puisqu'elles dépendent de la température. Les plantes, contrairement à nous, ne régulent pas leur température, et nous, si nous régulons nos températures, ce n'est pas pour gaspiller des calories, c'est parce que nos réactions marchent mieux. Vous savez que très vite, quand la température interne du corps chute en dessous de, je ne sais pas quelle est la limite, 35, 34 degrés, notre organisme arrête de fonctionner. On est très vite en situation de menace de mort. Les plantes, elles encaissent, mais elles ralentissent. Et donc, il y a une température à partir de laquelle la croissance va reprendre.
Donc là, on parle bien de croissance. Et cette température-là porte ce drôle de nom, enfin pas si drôle que ça non plus, hein, de zéro de végétation. Donc le zéro de végétation n'est pas la température zéro, c'est la température pour laquelle la croissance est nulle si on descend en dessous. Et si on monte, petit à petit, la croissance reprend. Et alors là, ça me permet d'introduire une troisième notion qui est encore moins connue ou moins pratiquée, et c'est pour ça que je vais perdre quelques minutes pour vous expliquer ça, c'est qu'ensuite, sur un très large spectre, on va dire que la croissance est à peu près proportionnelle à la température. Donc 5 degrés, la laitue commence à pousser un tout petit peu, à 10, elle pousse, on va dire, 2 fois plus, à 20, elle pousse encore 2 fois plus, en gros, c'est proportionnel. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une zone où tout à coup, c'est l'inverse, c'est l'excès de température qui va commencer à cuire les mécanismes de la cellule, à les cramer, et donc vers des températures qui, pour nos plantes, vers 35 degrés, la courbe commence à s'infléchir sérieusement, très vite à stagner. Et si les températures continuent de monter, bien entendu, ça va dégringoler très vite. Et puis là, il y aura un deuxième arrêt brutal qui est la température. Bon, c'est rigolo, je parlais d'arrêt brutal et c'est moi qui me suis fait arrêter par le caméscope. Donc, je termine. Hein, donc, arrêt brutal au-delà d'une certaine température qui est la température maximale que le légume en question peut supporter. Avec là encore de très très grandes différences entre les différentes espèces. Et donc, a émergé de cette notion de proportionnalité entre la température au-dessus du zéro de végétation et la croissance observée, la notion de degré jour de croissance. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est relativement simple, quoique pas si simple à expliquer. J'ai l'intention d'installer un tableau ici, mais il faut que je trouve des fixations, etc. Donc, à l'avenir, je serai peut-être un peu plus, sera peut-être un peu plus pédagogique. On a constaté, donc, enfin, on calcule la température moyenne d'une journée. C'est très simple. On prend le minimum, le maximum, on divise par 2. Aujourd'hui, ce matin, moins 1 comme minimum, plus 2 comme maximum dans la journée, moins 1 plus 2, ça fait plus 1 divisé par 2, 0,5. Donc la température moyenne aujourd'hui chez moi a été d'environ 0,5 degrés, plus 0,5. On va espérer des belles journées. Au mois d'avril, il fait 27 le jour, il fait un minimum de 7. On additionne 27 plus 7, ça fait 34 si je calcule bien. Et je divise par 2, 34 divisé par 2, 17. Température moyenne de ce jour-là, 17 degrés. Et je vais comparer ça à mon zéro de végétation, par exemple pour mes laitues. On va prendre des laitues de saison, pas trop résistantes au froid. Leur zéro de végétation, on va estimer qu'il est de 6 degrés. C'est une valeur assez souvent admise pour des légumes moyennement frileux. Et donc, je vais comparer. Aujourd'hui, en dessous de 6 degrés, rien ne pousse, donc mes laitues n'ont pas poussé. Avril, température moyenne de, qu'est-ce que j'ai dit, 17 degrés. Je suis 11 degrés au-delà du 6. Et donc, je vais compter cette différence, 17 températures moyennes, moins le zéro de végétation, et je vais créditer
mais laitue de 11 degrés jour, et ainsi de suite. Et on a constaté que pour la plupart des légumes, le passage d'un stade, on va dire par exemple la levée, jusqu'au plein développement d'une laitue, ou le passage de la levée à la première fleur chez une tomate de telle variété, correspond approximativement à un même nombre de degrés jour de croissance, à condition donc de tenir compte du zéro de végétation du légume en question. Et donc ça va expliquer que, et le site de la météo suisse donne par exemple ce calcul en prévisionnel, et je vais pouvoir donc vous incruster le nombre de degrés croissance en base, je crois qu'il donne la base 6 et la base 10, et vous verrez que chez moi, là, depuis plusieurs jours, et dans les jours qui vont venir, c'est zéro, pas de croissance. Alors que j'ai regardé vers mi-décembre, par curiosité, je regardais comment ça se passait chez mes amis du Sud. Ben, ils avaient, pour certains, 7 ou 8 degrés de croissance par jour à cette époque, alors que chez moi, c'était zéro. Donc, cette notion est peut-être un peu compliquée, mais en tout cas, elle explique pourquoi à certains moments la croissance est importante, pourquoi à d'autres moments elle est faible. Alors je crois que j'en parle. Ah, oui, je suis même certain, il est là. Je l'ai effleuré dans cet excellent livre. J'en suis sûr maintenant, c'est dans le premier chapitre sur la météo, et enfin c'est le deuxième. Donc, ouais, température moyenne de la croissance, notion de degré jour de croissance, page 66. Je ne me souviens plus de tout ce que j'ai raconté parce que j'avais des tas de papiers dans tous les sens, dont certains, évidemment, je me suis empressé. Alors, je vous rassure quand même, je sais toujours la notion, mais les chiffres, je ne les ai plus. Qu'est-ce que j'avais mis? Pour le haricot, mange tout. Besoins à chaleur sont importants. Il faut de 500 à 750 degrés jour au-dessus de 10 degrés, qui est donc le zéro de végétation du haricot. Oui, le haricot est un grand frileux, hein, pour passer du stade semis au stade de récolte. Voilà, alors on ne les a pas toujours, c'est pas toujours facile à trouver, donc c'est pas nécessairement très opérationnel, mais cela vous explique un certain nombre de choses. Donc voilà un peu de précision par rapport à ce qu'on voit là dans la serre, hein, donc très peu de croissance depuis un mois, même si vous l'avez peut-être vu, mais les feuilles de chêne, par exemple, je pense qu'elles ont un zéro de végétation très bas, puisqu'elles ont quand même connu un peu de croissance sous le filet. Allez, je pense qu'avec tout ça, ceux qui se seraient inquiétés, est-ce qu'il n'est plus capable de faire une vidéo, de nous raconter ça, ou pour d'autres, est-ce qu'il a enfin arrêté de nous saouler, etc. Voilà, je vous rassure, hein, je peux encore faire des vidéos longues, mais je n'allais pas le faire là dans la neige, me geler les pieds, etc. Donc on va continuer quelques observations dans la serre et terminer cette vidéo. Alors ça va rester extrêmement limité jusque sans doute statistiquement et en moyenne jusque vers mi-février, où tout à coup, lorsque les températures vont monter, lorsque la serre va commencer réellement à jouer son rôle d'accumulation de calories,
tout ça va exploser, très vite monter en graines. Donc à un moment donné, sans doute, avec tous ces pieds, j'en aurai de trop. Mais c'est pas grave puisque ces graines vont tomber et je vais les retrouver exactement dans un an. Partout où je couperai des sillons, ça poussera tout seul. Voilà, on va aller regarder les crucifères. Là-bas sont de l'autre côté. Il y a, je crois, aussi des petits pois. Donc je vais juste décaler un tout petit peu la caméra pour qu'on voit. Bon, alors là, pas grand-chose, quelques petits pois, mais il a dû y avoir des petites bestioles qui s'en servent un peu. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. J'en ai dû m'en faire raboter quelques-uns. Et ici, du côté des crucifères, dont, alors je continue de dire crucifères, hein, vous me corrigez, brassicacées, je connais le terme, mais bon, à 67 ans pour changer comme ça, c'est pas toujours simple. Donc des brassicacées, ce que je pense être des navets, je pense que j'ai semé des navets ici, ben là ça va bien, pas mal aussi de dégâts de limaces, hein, donc je n'ai rien traité, je n'ai rien fait, donc ça souffre un peu. On va dire que c'est un élevage de limaces pour que les ravageurs des limaces, hein, les auxiliaires, aient de quoi manger quand ils vont se réveiller au printemps. Donc maintenant il faut veiller à cultiver leur nourriture. Mais il m'en restera assez. Alors voilà donc hein, un peu la situation dans le potager. Je vois que j'ai laissé mon tensiomètre, ce qui n'est pas du tout malin puisque c'est un tube avec de l'eau dedans. Et s'il a gelé, il peut éclater. Donc je vais encore le ranger. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo qui montre quand même que on peut attendre en 2021 de nouveau des choses intéressantes, notamment donc ce que deviennent ces pommes de terre enterrées là courant décembre. Donc là j'ai une petite zone dans laquelle je n'ai pas mis de foin pour observer justement qu'est-ce qui va pousser naturellement. Pour l'instant pas trop, pas grand-chose. Mais bon, observons. Allez, ciao donc, bonne année. J'ai écrit quelque part que c'est assez simple pour 2021. Je souhaite à tout le monde une année avec 365 bons jours. Vous l'écrivez comme vous voulez. Ciao.